Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'El Manga des Archives d'Oval, et aujourd'hui, c'est la teuf! Ne me demandez jamais de refaire ça IRL. Non, plus sérieusement, si je suis d'aussi bonne humeur, c'est parce que Misogi est parti en vacances. Bon, il est parti avant moi certes, mais surtout ça veut dire que pour la première fois depuis 5 vidéos et quasiment 1 an, je ne l'aurai pas dans les pattes. Du coup, je vais profiter de son absence pour enfin traiter une œuvre que je m'étais interdit d'aborder tant qu'il était là. Parce que je connais le loustic, hein. Il suffit qu'on évoque devant lui le mot loli pour qu'il perde vraiment toute retenue. C'est donc la conscience sereine qu'aujourd'hui je vous parlerai d'un sujet qu'aurait parfaitement pu traiter un autre youtubeur au complexe divin plus que flagrant. Aujourd'hui, nous ressortons le dossier Lotte no Omocha. Lotte no Omocha, ou traduit en français par Le jouet de Lotte, est un manga écrit et dessiné par Yui Haga. Si ce nom ne vous dit rien, vous serez peut-être intéressé d'apprendre qu'il s'agit également de l'illustrateur de la version light novel d'une œuvre légèrement plus connue sans doute, intitulée Bakato Test to Shokanju. Publié entre le 27 juin 2007 et le 27 décembre 2013 dans le Dengeki Mao, Lotte no Omocha a été compilé en 67 chapitres puis adapté en animé de 12 épisodes par le studio Dio Media, lesquels sont également derrière des animés comme No Okome, Kodomo no Jikan ou encore Campion. Et maintenant, vous devriez avoir une assez bonne idée de ce à quoi va ressembler l'ambiance générale du récit. L'histoire de Lotte no Omocha commence dans la demeure de la princesse Astalotte Igvar, dite Lotte, future héritière du trône du royaume d'Alfheim. Appartenant à la noble race des succubes, cette petite princesse va bientôt fêter son 10e anniversaire, et comme le veut la tradition de son espèce, c'est à cet âge qu'elle doit commencer à recruter des hommes afin de former autour d'elle un harem. Alors de 1, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est une succube ou un harem, parce que si vous ne connaissez pas ces mots, je doute fortement que la suite de la vidéo vous soit conseillée. Et de 2, oui, j'ai dit une succube, car je refuse de concevoir qu'une entité d'apparence humaine et disposant de tous les caractères biologiques d'un organisme fécondable doivent être désignés par un article indéfini masculin. Alors excusez-moi, hein, mais pour une fois, je tourne mon dos à l'Académie française. Sur ce, reprenons. Le problème, c'est que Lotte a pour ainsi dire une haine absolue envers la gente masculine, et à cause de cela, elle refuse catégoriquement de se plier à la tradition de son espèce. Du coup, afin que son personnel arrête de la saouler avec cette histoire, elle finit par accepter de former un harem à la condition sine qua non que le premier candidat qui lui soit présenté appartienne à la race humaine. Elle croit donc s'être débarrassée du problème car depuis plus de 1000 ans, aucun être humain n'a été vu en Alfheim. Mais c'est sans compter sur l'efficacité du dit personnel qui réussit à voyager jusqu'à notre monde et à en ramener un jeune homme du nom de Naoya Tohara, lequel par chance était justement en recherche d'emploi. Relativement peu surpris d'apprendre l'existence d'un monde parallèle, Naoya est alors engagé à l'essai comme candidat au harem de Lotte, déménage en Alfheim avec sa fille Asuha, et la suite de ce manga nous raconte comment tout ce petit monde apprend à se connaître dans la joie, la bonne humeur et certaines situations peu ordinaires dirons-nous. Bon. Autant répondre à la grande question tout de suite, est-ce que Lotte no Omocha est un bon manga? Disons qu'il n'est pas foncièrement mauvais. Vous connaissez l'expression plaisir coupable? Un truc qu'on aime faire mais qu'on a honte d'avouer pour X ou Y raison? Eh ben je pense que Lotte no Omocha peut facilement être qualifié de la sorte. Parce que d'un côté, autant ce manga a des qualités indéniables qui le rendent agréable à lire, il faut l'avouer, autant de l'autre, certains aspects peuvent réfréner chez les gens l'envie de le recommander à leur entourage. Et c'est pas forcément les aspects auxquels on pense le plus. Du coup, on va y aller à l'ancienne, hein, une présentation des qualités et des défauts, et on commence bien sûr par les qualités avec un petit line-up des personnages. Déjà, comme protagoniste, on a Naoya, un jeune homme responsable, bien sous tout rapport, toujours souriant. Il est tellement gentil qu'il n'en veut même pas à la mère d'Asuha de lui avoir laissé la gamine alors qu'il n'avait que 16 ans. Et surtout, le fait qu'il soit adulte lui donne une maturité plus que rare chez les héros de harem manga. Parce que si sur sa carte de visite, il y a quand même écrit premier membre du harem de la princesse, il n'en oublie pas pour autant qu'elle n'a que 10 ans, que c'est donc une petite fille, et donc il ne doit pas brusquer les choses vis-à-vis de son travail. Et de manière générale, il ne montre aucun signe de perversité. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'unicité du truc parmi les harem manga. Même Keitaro de Lovina, des fois on l'a surpris à fantasmer, mais Naoya, lui, il est level Sangoku, il n'y a pas d'autre comparaison possible. Au sujet de Lotte maintenant. Je vais dire ce mot parce que j'y suis obligé, mais vu que j'ai appris à ne pas l'utiliser à tort et à travers, je ne le prononcerai qu'à 3 reprises. Lotte est une tsundere. Voilà, je l'ai dit, vous ne me casserez plus les couilles avec ça. C'en est une, et alors? Depuis quand dire qu'un personnage est une tsundere suffit-il à le décrire? C'est complètement insuffisant les mecs. C'est comme si on se limitait à dire qu'Edouard est un alchimiste, que Yukiteru est un fils de pute, et que Lucie, Sakura et Orihime se battent pour le titre de premier rôle féminin le plus inutile de l'histoire du genre Neketsu. Donc, outre le fait parfaitement anecdotique que c'est une tsundere, Lotte commence le manga dans une situation que j'appellerais la cage de cristal.
C'est-à-dire que de par son statut de princesse, elle se plie, et j'irais même jusqu'à dire qu'elle souffre, d'un protocole diplomatique très strict, quand bien même elle n'a que 10 ans. De fait, l'atmosphère des rencontres entre elle et sa mère la reine tiennent plus du rendez-vous d'affaires que de la douceur familiale, et elle a beau aller à l'école et côtoyer des enfants de son âge, elle n'a pas d'amis à qui parler vu que tout le monde est trop nerveux pour l'approcher de peur de commettre un incident diplomatique. Mais heureusement pour elle, cette situation s'améliorera grâce à l'entrée en scène de la troisième protagoniste, Asuha, la fille de Naoya. Asuha qui pour le coup est vraiment l'exact opposé de Lotte niveau comportement, toujours prête à s'amuser, se fichant des protocoles comme de ses culottes, et surtout disposant de la même gentillesse que Naoya. Par conséquent, Lotte recevra beaucoup de l'entrée des deux autres dans sa vie, Naoya lui apportant une sorte d'amour parental qui lui a manqué, et Asuha qui lui permettra de s'ouvrir à son entourage scolaire pour se faire des amis. Et pour ce qui est des autres personnages récurrents, on a entre autres le personnel de Lotte, à savoir sa garde du corps, sa secrétaire, sa nourrice, sa maid et son majordome, ses 5 amis dont 4 qu'elle se sera faite grâce à Asuha, et bien sûr sa mère, la reine Mercelida, et la garde du corps de celle-ci. Et normalement, en voyant ce trombinoscope, vous avez logiquement compris que Lotte no Omocha utilise pour principal ressort comique le ecchi. Mais je vous rassure, il ne s'agit pas d'un ecchi gras et vulgaire où la fréquence des situations embarrassantes est aussi crédible que de gagner au loto tous les 2 jours, comme dans par exemple... Non, là le ecchi, il a vraiment pour simple but de faire rire de manière innocente. Bien que pour le coup, il apparaisse littéralement sous toutes les formes qu'on peut lui imaginer. Des plus implicites, comme le passage où on nous fait subtilement comprendre qu'Effie, la nourrice, n'est pas qu'en charge de la gestion du stock de lait, mais également de sa production, quand même il n'y ait aucune ferme laitière à proximité du château. Au plus explicite, lorsque suite à divers concours de circonstances, nous apprenons que Naoya a été plus gâtée par la nature que chacun d'entre vous. Ça fait mal à la fierté ça, hein. Mais le meilleur du meilleur, c'est pas ça. C'est pas de savoir que Effie produit du lait aromatisé à la pomme. C'est pas de savoir que même la garde du corps de la reine, hermaphrodite et gaulée comme pas deux, doivent s'incliner face à la virilité de Naoya. Non. Le best du best, c'est elle. C'est Asuha, la fille de Naoya. Et vas-y que je te saute dans un lit parce que je vois des gens bouger dedans sans savoir ce qu'ils y font. Et vas-y que je demande à Effie de pouvoir boire le lait directement à sa source. Et vas-y que je fais des bisous à tout ce qui bouge sans demander la permission. Et vas-y que j'essaie d'enlever ma culotte par tous les moyens possibles, à supposer bien sûr que je l'ai encore sur moi. Cette fille ne connaît tout simplement ni la retenue ni la pudeur. Pour un peu, on aurait l'impression que c'est elle la succube et pas Lotte. Mais si ça avait été calculé? Ah, peut-être, peut-être pas, moi je vous laisse la surprise. Et bien sûr, en plus du côté ecchi, serez-vous vraiment étonné d'apprendre que Lotte no Omocha est un harem manga? Vous l'aviez vu venir? Non, parce que moi, je vous pose vraiment la question. Est-ce qu'un manga qui parle de harem est forcément un harem manga? Profonde interrogation, non? Malheureusement, c'est un sujet bien trop général pour que je tente d'y répondre dans cette vidéo. Il me faudrait plein d'autres exemples d'œuvres à analyser, et c'est pas vraiment le but de la chronique. Du coup, je laisse cette question à ceux qui passeront le bac de philo l'année prochaine. Tout ce que je dirais, c'est que Lotte no Omocha est un authentique harem manga, il remplit sans problème les assauts du Monopoly, et d'ailleurs, je lui discerne officiellement les 2 achievements suivants, Haremception pour traiter du sujet du harem alors que c'est un harem manga, ainsi que triple combo harem avec d'un côté 2 harems intradiégétiques, celui de Mercelida et celui en devenir de Lotte, et de l'autre côté, le harem extradiégétique que nous lecteurs voyons se former autour de Naoya. Et ainsi, nous venons de faire le tour de ce qui fait de Lotte no Omocha un manga sympa et agréable à lire. Maintenant, faisons place à ce qui lui fait se casser la gueule, à savoir un scénario non maîtrisé. Parce que voyez-vous, Yui Haga aurait très bien pu faire une histoire un peu à la Keon, avec juste un fil conducteur qui marque le temps qui passe, et autour de ça, faire des petites scènes comiques à base d'ecchi et de moe, mais non. Il a préféré essayer de mettre en place 2 sous-intrigues un peu plus sombres et mystérieuses, et ben ça n'a pas marché. Alors attention, ne vous méprenez pas, je n'ai rien contre le fait de mettre du sérieux dans une comédie, bien au contraire. Ça permet justement d'aborder des sujets relativement graves tout en atténuant leur côté dramatique pour pas choquer les plus jeunes. Un peu comme ce que je disais dans ma vidéo sur Midori Days avec le problème de la fugue. Or dans Lotte no Omocha, ces intrigues sérieuses, elles sont juste mal construites quoi. Autant le truc du coup d'état des elfes noirs, je vais rien dire dessus, car je suis pas sûr d'avoir compris tous les bails, les intentions des méchants, tout ça. C'est peut-être à cause du fait que moi et la politique ça fait 12, alors voilà. Je préfère ne pas me prononcer, que ce soit en bien ou en mal, dans le doute. Par contre, la sous-intrigue des origines de Naoya, mon dieu, elle est encore plus bancale que la tour de Pise. Cette intrigue commence au chapitre 34, lorsque Igny et Judith émettent l'hypothèse que Naoya ne soit pas un humain normal, mais un incube, c'est-à-dire la version masculine d'une succube, étant donné que sa gentillesse envers toute personne qu'il croise a une sorte d'effet charmeur sur celle-ci. 2 chapitres plus tard, dans le 36e donc, Naoya est frappé d'une fièvre foudroyante, et en repensant à son hypothèse, Judith se demande, étant donné que les succubes ont besoin de consommer de la semence pour survivre, quelle serait la condition équivalente pour les incubes. Elle en arrive à la conclusion qu'il s'agit non pas de consommer de la semence mais d'en produire, et du coup Naoya semble se rétablir de
de sa fièvre quelque temps après s'être soulagé. À ce stade-là, on est en droit de se dire c'est perché, mais ça reste quand même dans le délire général du manga et ça semble crédible. Donc, continuons. Après cela, il faut attendre jusqu'au chapitre 60-61 pour que Naoya retombe malade plus gravement cette fois, au point que ce soit Effie qui soit obligé de lui appliquer son traitement. Et parallèlement à ça, Naoya se met à rêver de lui-même plus jeune et souffrant d'une terrible solitude. Là encore, c'est plutôt bien amené, je trouve. La condition de Naoya empire, ce qui fait monter la tension, et peut-être qu'on va enfin apprendre des choses sur son passé. Eh ben non! Chapitre 65, Naoya retombe encore une fois dans les vapes, et cette fois, contrairement aux deux précédentes, le remède passe de « il faut le vider » à « il faut qu'une succube entre dans ses rêves et le guérisse de son traumatisme car c'est ça la cause de son mal ». Quoi? Vous nous faites un build-up pas possible sur un problème centré sur une fonction physiologique et là tout d'un coup ça devient un problème psychologique. Vous voulez nous faire croire que la maladie d'un mec que vous avez guéri à 2 reprises en le branlant a pour origine une enfance de solitude parce que ses parents ont perdu la vie dans un accident de voiture? Mais what? Et attendez, mais c'est pas fini! Pour le guérir définitivement, il n'y a pas eu plus simple! Lotte et Asuha ont juste eu à entrer dans ses rêves pour dire à sa conscience que non, il est pas tout seul, elles seront toujours avec lui, et voilà, ni vu ni connu, tout est bien qui finit bien. Chapitre 67, tout est rentré dans l'ordre, on est censé avoir accepté l'idée que Naoya est bel et bien un incube, quand bien même on n'a eu aucune confirmation claire de cet état de fait, et l'histoire se termine sur son mariage avec Lotte. Donc, en résumé, vous aviez amorcé une sous-intrigue qui aurait pu être très intéressante pour développer le personnage de Naoya, surtout son passé, pour finalement nous sortir une solution bullshit du style pouvoir de l'amour, et sans nous donner la moindre explication claire quant à la nature du vrai problème de Naoya. Monsieur Yui Haga, j'ai donc le grand regret de vous dire que vous êtes bien meilleur dessinateur que scénariste. Après, il faut savoir relativiser aussi. Je suppose et j'espère qu'il existe une explication logique à pourquoi ces intrigues ont été si mal maîtrisées, surtout la deuxième. Peut-être que le manga devenait de moins en moins populaire, que l'éditeur a décidé de mettre un terme à la série, et que Haga Sensei n'a pas eu assez de temps pour bien organiser ce qu'il voulait comme il le voulait. Oui, j'essaie de trouver des excuses à Yui Haga pour son scénario mal foutu, parce que moi, qui en général accorde beaucoup d'importance au scénario d'une histoire quand je la lis, c'est limite le truc le plus important pour moi, je suis putain de triste de voir que c'est le seul défaut que je trouve à ce manga. D'ailleurs, voici 5 raisons qui font que selon moi, ça vaut le coup de lire Lotte no Omocha. Numéro 5, il est divertissant. Genre, quitte à rien faire de productif, autant le lire, ce sera pas la pire des façons de passer le temps. Numéro 4, l'univers est coloré et joyeux la plupart du temps, du coup on est à l'aise quand on le lit. Si vous voulez, c'est un peu l'inverse de ce que fait ressentir la lecture de Spirale. Numéro 3, le cadre est inspiré de la mythologie nordique, ce qui le rend original. Et à tous ceux qui me répondront que non, c'est pas si original que ça, parce qu'ils connaissent plein d'autres mangas, où des noms comme Thor, Odin, Loki, surtout Loki, ont déjà été aussi utilisés, je leur réponds en avance, vos gueules. J'ai pas parlé d'une inspiration basique où l'auteur s'est contenté de piocher par-ci par-là des noms de dieux nordiques. Là, on a carrément affaire aux lieux et aux peuplades de la mythologie nordique. Genre, l'action se passe en Alfheim, le royaume des elfes, il est fait mention du Svartalfheim, le royaume des elfes noirs, notre monde à nous est désigné en tant que Midgard, et bien sûr, comment peut-on se déplacer d'un royaume à un autre, autrement que par les chemins de l'arbre-monde, j'ai nommé Yggdrasil. Tout d'un coup, il y a beaucoup moins de mangas dans le même genre qui vous viennent à l'esprit, n'est-ce pas? Numéro 2, il y a des petits messages sur l'amour familial et contre le racisme, genre le royaume d'Alfheim est multiethnique et accueille plein de peuplades sans discrimination. C'est censé représenter l'amour universel que portent les succubes à toutes les races, et c'est une mise en commun assez pertinente je trouve. Et numéro 1, le dessin est juste génial. Je le trouve tellement beau qu'au départ j'avais prévu de lui consacrer un paragraphe entier quand je parlais des qualités. Le truc c'est qu'à part dire que c'est beau et mignon à regarder, je suis pas un expert en graphisme moi. Du coup, n'hésitez pas à aller harceler le confrère Jeff Erin qui s'y connaît bien mieux que moi en analyse de dessin. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo analyse sur Lotte no Omocha, vidéo qui conclut également la 2e saison des archives manga. Du coup, moi aussi, je vais aller profiter de mes vacances, je vais savourer l'absence de Misogi pendant ces 2 mois, et quant à vous, vous connaissez la marche à suivre, un commentaire si vous avez un truc à me dire, un j'aime si la vidéo vous a plu, et si vous êtes nouveau et que mon travail vous satisfait, pourquoi ne pas vous abonner? Évidemment, le petit lien vers la vidéo précédente dont le sujet était le manga Psyren, et sur ce, chers amis, à la prochaine!